Bonjour la famille. Hello frère et toi, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour droit à la parole. Bonjour à ceux qui viennent Bonjour, d'arriver. On tapote. bienvenue, On bienvenue à tout le tapote, on monde. partage. Bon, j'espère que vous allez bien la famille et que vous avez passé une très bonne journée. Donc, comme d'habitude, on va d'abord tapoter. Attends, je vais juste changer le... Comme ça, vous allez bien tapoter. Bon, tapoter le live s'il vous plaît la famille. Oui, je suis là. Donc, bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue tous. On est justement en fait sur la suite de notre live concernant en fait la guerre mondiale contre les religions et notamment Israël-Palestine. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Donc, merci de tapoter le live, s'il vous plaît, de partager. Donc, on tapote, on essaie de monter, on n'est qu'à 2 j'aime. Ceux qui sont déjà là, si vous voulez bien tapoter, partager. Comme ça va nous permettre de monter. Et puis, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Et j'espère que tout le monde se porte bien depuis notre live, justement, Le mardi. de mardi. On est sur Israël-Palestine, hein. Donc, comme d'habitude, hein, on tapote, on partage, on tapote, ça On monte, partage. pas, pas beaucoup, mais ça monte, c'est déjà pas mal. Si on peut tapoter encore Moi aussi, davantage. je partage, je tapote. Attends, je partage en même temps. Nous, quand on est en ligne, si on tapote, ça va poser un souci en fait. Ça va faire du bruit, donc vous qui êtes en bas, tapotez, partagez. Ce serait bien qu'on rentre dans les pourtois. Voilà, aujourd'hui on poursuit hein, sur notre série, comme vous le savez, Israël-Palestine. Donc on était Mhm. justement en fait arrivé en fait sur la partie du dôme de fer. Donc comme vous le savez, euh, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, le conflit Israël-Palestine, c'est un conflit qui est au-delà hein, de cet aspect de guerre en fait de religion. C'est très important en fait de comprendre ça. Aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans cet aspect en fait de d'Israël-Palestine, mais avant d'aller véritablement en fait dans Israël-Palestine, on parlera aussi de quelqu'un hein, qui intervient pas mal dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, Albert Pike. Donc, certains connaissent un petit peu Albert Pike, hein. Certains connaissent un petit peu Albert Pike. Donc, un grand maître de la franc-maçonnerie. Donc, on parlera un petit peu de lui. Enfin, on parlera de lui. Si on a le temps, on touchera un petit peu hein, certaines choses qui concernent des aspects de ce dont lui a parlé. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, on traitera tout simplement en fait notre sujet. Mais ce serait bien en fait qu'on puisse parler un petit peu en fait de cet aspect-là, si vraiment le temps, si vraiment nous trouvons un peu ce temps-là, on pourra vraiment faire cet aspect. Si on ne trouve pas le temps, ce sera pas bien grave. Ce sera pas bien grave. On pourra tout de même parler de tout ce dont on doit parler. Donc, comme vous le savez, ce qui est en train de se passer en fait en Israël-Palestine, c'est le troisième front hein, de
la Troisième Guerre mondiale. Comme on l'a souvent dit, hein, il y a d'abord eu précédemment deux autres fronts. Donc, vous avez le front ukrainien, le front soudanais et aujourd'hui le front justement palestinien, israélo-palestinien plus précisément. Le front israélo-palestinien. Donc voilà un peu les fronts sur lesquels cette guerre a déjà commencé. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre véritablement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre véritablement? Comme vous le savez, bon là je pense qu'on va pouvoir commencer véritablement. On est déjà en fait à 5000 cas. On est à 5000 cas de j'aime, c'est déjà pas mal. On va pouvoir commencer. Oui, oui. Voilà. Bienvenue la famille, bienvenue en fait à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Continuez de tapoter s'il vous plaît. Donc, bienvenue à tout le monde et tapotez le live pour sécuriser et aussi pour rentrer dans les pourpoints de TikTok. C'est bon, on peut commencer. Ok. Déjà, avant de commencer en fait véritablement, je vais faire une petite intro sur Albert Pike. Et après, on va revoir un petit peu hein, tout ce qui concerne justement la, cette guerre mondiale hein, dont il est question. Mais je pense que c'est important qu'on puisse justement faire ce petit passage par rapport à Albert Pike. Qui est Albert Pike? Après, on entrera en fait en profondeur. On entrera en profondeur. Qui est Albert Pike? Albert Pike en fait avait déjà mis en fait en place un plan concernant les différentes guerres et concernant les différentes choses qui sont en train de se passer. Bien sûr, ce plan ne venait pas que de Albert Pike. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Albert Pike était un maître franc-maçon et Albert Pike, justement, avait envoyé en fait une lettre à un autre de ses collègues qui s'appelait Mazzini. Et ce plan, c'était le plan Illuminati qui concernait en fait les trois guerres mondiales. Cette lettre aurait été envoyée en fait le 15 août 1871. Et justement, ce lettre a été envoyée par Albert Pike à Giuseppe Mazzini, justement en 1871. Il s'agissait en fait d'une conspiration concernant en fait les trois guerres mondiales qui ont été bien entendu planifiées. Et le but, c'était justement en fait de prendre le contrôle du monde entier. Dans cette lettre que Albert Pike en fait avait envoyée, cette lettre aurait été en fait exposée en fait dans la bibliothèque en fait du British en fait Museum à Londres jusque dans les années en fait 1977 d'après tout ce dont nous savons par rapport en fait à cet aspect-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Giuseppe Mazzini était un leader révolutionnaire en fait italien qui était là à peu près dans les milieux en fait de 1800, dans les années 1800. Et il était aussi le directeur en fait du groupe des Illuminati, c'est-à-dire cette phase en fait politique. Albert Pike, lui, c'était une figure en fait maçonnique qui lui était un franc-maçon de 33e degré, vous savez le degré en fait élevé hein, de la franc-maçonnerie, qui était d'ailleurs un occultiste, donc un grand maître aussi, et il était aussi le créateur en fait de la juridiction en fait du Sud.
Donc, c'était un maître, un créateur en fait de juridiction dessus, c'est-à-dire de l'ordre maçonnique en fait du rite écossais. Donc, eux, c'était la base en fait du rite écossais. Vous savez, il y a plusieurs rites. Je vous en ai déjà parlé en fait quelques fois. Et vous devez savoir aussi que Albert Pike, justement, en fait, dans sa lettre, il va indiquer en fait un certain nombre de choses. Donc, premièrement, la Première Guerre mondiale. Donc, il explique que la Première Guerre mondiale, en fait, doit être provoquée pour permettre justement en fait aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse en fait communiste athée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La Première Guerre mondiale, justement, c'était le combat contre les tsars. Et vous le savez que les tsars, c'est aussi une racine en fait de César. Donc, ce pouvoir en fait russe soviétique qui devenait trop puissant, donc il fallait absolument le transformer. Donc ça fait partie en fait des objectifs hein, de la Première Guerre mondiale qui étaient déjà en fait annoncés. Et effectivement, on le verra hein, par la suite qu'effectivement beaucoup de ces objectifs ont été en fait actés. Parmi ces objectifs, il fallait aussi qu'il y ait en fait des divergences en fait qui devaient être causées par les agentures, c'est-à-dire des agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques afin justement en fait de pouvoir façonner et préparer en fait bien comme il faut en fait cette guerre. Et tout à l'heure on en parlera un petit peu justement des préalables en fait à cette guerre, à cette première guerre en fait mondiale. Ce qu'il faut savoir c'est que à la fin justement en fait de cette guerre, le communisme en fait euh, sera en fait bien sûr reconstruit et utilisé afin de détruire d'autres gouvernements et affaiblir en fait des régions. Et effectivement, c'est aussi ce qui s'est passé. En ce qui concerne aussi la Seconde Guerre mondiale, c'était expliqué un petit peu hein, que la Seconde Guerre mondiale en fait devait aussi en fait pareil être organisée afin justement de profiter en fait des différences qu'il y avait entre les fascistes et les sionistes politiques. Et effectivement, ça aussi, ce sont des aspects sur lesquels, quand on rentrera en fait en profondeur, vous allez comprendre aussi cet aspect-là par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette guerre doit être provoquée justement afin que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instituer un État souverain d'Israël en Palestine. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme a été détruit et en contrepartie, le sionisme politique justement a pris de l'ampleur. Et ce sionisme politique a permis justement qu'il y ait en fait l'État d'Israël qui a été en fait qui a été créé. Donc, vous voyez cet aspect-là aussi, on le retrouve ici. Donc, au cours de cette Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir justement assez fort afin d'équilibrer en fait la chrétienté, qui elle devrait être alors contenue et tenue en fait en échec jusqu'au moment où il faudra justement la ressortir pour pouvoir exercer justement en fait un cataclysme en fait social final. Et effectivement, c'est bel et bien aussi ce qui s'est passé. Le troisième objectif, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale, qui concerne en fait les choses de notre temps, elle doit justement être aussi mise en place en profitant justement en fait des divergences causées par l'agenture en fait des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. Et c'est exactement en fait ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques décennies. Donc la guerre doit être menée de telle manière que l'islam, c'est-à-dire le monde arabe musulman, et le sionisme politique, c'est-à-dire l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Comprenez bien qu'ils se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, justement, une fois de plus divisées justement sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à ce qu'elles en arrivent à un point de rupture physique, morale, spirituelle et économique complet. À partir dès lors, il y aura maintenant en fait une libération
des nihilistes et des athées. Nihilistes et athées qui avaient été contenus. Donc, ils seront libérés. Les nihilistes, hein, vous savez, c'est ceux qui sont partis, en fait, voilà, partisans en fait, du chaos, du néant. Et les athées, c'est ceux qui sont en fait anti-croyance. C'est ceux qui ne croient en rien, en quelque sorte, si vous voulez, ou parfois en eux-mêmes. Et il y aura en fait aussi cet aspect en fait pour provoquer justement un cataclysme social dans toute son horreur, afin de montrer clairement aux nations l'effet de la guerre sur l'humanité. Il faudra aussi montrer clairement en fait aux nations les effets de l'athéisme absolu, les origines de la sauvagerie et de l'agitation la plus sanglante, des troubles les plus sanglants. Alors, du coup, partout, les citoyens obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires extermineront ceux qui, dans le monde entier, se sont rendus coupables d'un crime. Les révolutionnaires extermineront ces destructeurs de la civilisation et la multitude désabusée par le christianisme dont le déisme n'a pas encore été reconnu s'en ira du christianisme, dont les esprits déistes seront dès lors sous boussole ni direction, sans boussole ni direction, anxieux d'un idéal, mais ne sachant où rendre son adoration, recevra la vraie lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin exposée à la vue de tous. Donc, là, ici, on a justement quelques aspects hein, de ce qui concerne les lettres, en fait, la lettre de Albert Pike. On rentrera en profondeur plus tard, justement, par rapport à cette lettre. Mais ici, en intro, je tenais absolument à vous parler un petit peu de cet aspect-là d'Albert Pike et de tout ce qu'il a pu, justement, en fait, entreprendre. Et il y a certains aspects de toutes ces choses que, justement, en fait, on a retrouvé, en fait, au cours de l'histoire. Donc, c'est important que vous puissiez en fait garder ça. Mais on verra Albert Pike en fait en profondeur quand le moment sera venu. Vous avez vu qu'en ce qui concerne en fait la Deuxième Guerre mondiale, le but c'était la création de l'État d'Israël. Maintenant, pour pouvoir créer l'État d'Israël, il fallait absolument des raisons. Parce que sans raison, c'est difficile de créer une nation. Ça, c'est très important de garder déjà ça en fait en tête. Or, la raison, elle était toute trouvée. Extermination massive du peuple juif pendant la Shoah, maltraitance justement avec un monde qui était totalement transformé, une baisse justement de certaines puissances et une montée de d'autres dans la montée de la puissance américaine. Vous le savez, à travers le plan Marshall, etc., les Américains, justement, ça a été l'aubaine en fait pour eux. Un affaiblissement justement de l'empire soviétique et vous avez justement cette création en fait de l'État d'Israël. Et quand vous voyez maintenant les objectifs de la Troisième Guerre mondiale, et bien la Troisième Guerre mondiale, les objectifs c'était déjà écrit qu'il faudrait qu'il y ait conflit entre justement l'État d'Israël et le monde musulman. Donc, c'était important qu'on puisse voir ça en fait en intro avant qu'on puisse rentrer en profondeur. Donc, on s'était arrêté justement hein, sur nos aspects par rapport en fait à ce peuple juif. C'est très important qu'on puisse comprendre hein, comment on en est arrivé pour être là où nous en sommes en fait aujourd'hui. Je vous avais parlé en fait du dôme du rocher
et aussi Mhm. euh, de la mosquée en fait Al-Aqsa. Et vous savez que dans la ville en fait de Jérusalem, Jérusalem était maintenue comme étant en fait ville sainte à partir du moment où il y avait eu euh, à partir du moment où on était on était au fait au niveau en fait de l'empire en fait perse achéménide. Ensuite, on était aussi au niveau, on avait vu déjà en fait Babylone, on avait vu Cyrus. Et on avait vu que Cyrus, en fait, avait pu justement, en fait, renvoyer les Israélites, c'est-à-dire les restes qui étaient en fait à Babylone. D'autres sont restés à Babylone, d'autres ont accepté de quitter Babylone pour retourner en fait sur la terre en fait d'Israël. C'est là où vous allez avoir les retours en fait de Néhémie, les retours en fait de Zorobabel avec le sacrificateur Josué et aussi plus tard les retours en fait de Esdras. Esdras, qui était un scribe, qui va justement en fait rédiger un certain nombre en fait d'écrits et on lui attribue beaucoup d'aspects en fait de l'ancienne alliance qui ont pu être rédigés parce que vous savez que la tradition hébraïque était une tradition en fait aussi principalement en fait orale avec bien sûr en fait la Torah et les ordonnances qui eux étaient bel et bien en fait rédigées sur des parchemins et aussi les écrits des prophètes qui étaient rédigés sur des parchemins. Comment on sait que les écrits des prophètes étaient rédigés sur des parchemins, vu que on a vu aussi du temps de Jésus où il lisait justement en fait les parchemins qui étaient justement en fait les écrits. Bon, lorsqu'il y a eu en fait des destructions justement en fait du temple, certains écrits ont été bien entendu perdus. Vous savez, pendant les guerres, pendant les destructions, il y a des écrits qui sont brûlés, il y a des écrits qui sont en fait volés, perdus, etc. Mais d'autres écrits ont pu en fait être retrouvés donc et plus tard il va y avoir en fait les découvertes des manuscrits aussi de la mer morte qui vont venir confirmer certains écrits des livres en fait de d'Ésaïe, etc. Donc on en était justement en fait à ces aspects-là où le peuple en fait va retourner de Babylone et ils vont mener un certain nombre de combats. Et les combats, je vous conseille d'aller lire justement en fait ces passages-là en fait du retour du peuple. Donc c'est le livre de Néhémie. Donc lisez ces deux livres-là, le livre de Néhémie et le livre en fait de Esdras. Donc en lisant le livre de Néhémie, en lisant le livre de Esdras, vous allez bien comprendre en fait ce qui s'est passé pendant le retour justement en fait de ces peuples-là de la captivité. Et quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez aussi à quel moment en fait ces retours en fait ont été décidés par le roi Cyrus et aussi comment ça s'est passé avec ceux qui l'ont succédé. Donc vous pourrez voir en fait tous ces aspects-là. Je vais pas trop approfondir en fait dessus, sauf si plus tard il y a des questions, des choses comme ça. Donc dès qu'il retourne, je vous avais parlé aussi des révoltes des Maccabées, etc. De tous ces aspects-là, on a pu le voir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on en arrive justement à la phase où, dans notre passage, en fait, on était là, dans certains cas, par rapport en fait à ce qui s'est passé, les Juifs soutenaient cette conquête parce que là, on avait déjà bien avancé, on était déjà au temps des Visigoths, au temps en fait de l'Empire byzantin, on avait déjà dépassé en fait le 7e siècle. On avait vu aussi la naissance en fait de l'islam, où l'islam justement va aller conquérir justement en fait la terre de Palestine. Et bien sûr, pendant cette conquête, pendant les conquêtes de l'islam, notamment en fait que de la terre de Palestine et d'autres terres, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les musulmans arrivaient et trouvaient en fait des gens qui étaient du livre, il y avait un certain type de respect qui était là, mais tous ceux qui n'étaient pas justement en fait dans les croyances en fait du livre, ils étaient forcés à se convertir ou ils étaient aussi en fait bien sûr exterminés. Donc, mais ceux qui étaient en fait dans les livres, c'est-à-dire ceux qui croyaient soit
à la Torah ou alors au christianisme, il y avait un certain type de traitement qui était fait. Donc, vous comprenez aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été obligés de se convertir, qui ont été obligés de se convertir à l'islam. Bon, l'islam n'était pas le seul à avoir fait ça. Les chrétiens l'ont fait. Beaucoup de nations, en fait, ont obligé beaucoup de gens à se convertir justement, en fait, à leur propre croyance. Donc, on était justement en fait sur cet aspect-là, et justement l'islam va prendre le contrôle justement en fait de la Palestine. Et comme vous le savez, dans certains cas, les Juifs en fait vont soutenir en fait justement cette conquête dans l'espoir justement de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés en fait par les Arabes, et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. Et à Jérusalem, en fait, le dôme du rocher sera construit à ce moment-là. Ce dôme du rocher dont vous voyez, on en parle en fait beaucoup en ce moment, sera construit justement en fait à ce moment-là. La ville est maintenue comme étant en fait une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusqu'à dans la péninsule en fait ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. Et c'est là où vous retrouvez hein, cet aspect-là de l'Espagne, où les Arabes vont aller maintenant en fait conquérir justement le royaume des Visigoths, l'Espagne. La population juive et leur culture vont commencer justement un âge d'or, parce que justement les Juifs travaillaient avec les musulmans en fait en ce temps-là. Alors qu'en Europe, ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans. Donc du coup, en ce temps-là, les juifs faisaient office justement de juste milieu, et ils servaient d'intermédiaire justement entre les catholiques et puis les musulmans, parce que oui, c'était les catholiques qui dominaient hein, à ce moment-là, entre les catholiques et puis les musulmans. Et justement, les juifs étaient au milieu parce que c'était en fait des commerçants, et vu que eux, ils, ils s'étaient alliés un petit peu avec justement en fait l'islam, donc ça leur permettait justement de gérer en fait au milieu des deux, et d'être là en tant qu'intermédiaire, notamment par rapport au commerce et aussi par rapport en fait à plein d'autres choses. Il y a eu aussi des histoires, les juifs, certains juifs, pas tous, certains justement assistaient aussi hein, les églises catholiques, notamment il y a des anecdotes concernant les nonnes. Donc quand les nonnes en fait tombaient justement en fait enceintes, parce qu'elles étaient enceintées hein, justement à l'intérieur en fait des couvents par les moines et tout ça, les prêtres. Et quand c'était le cas, ils faisaient souvent appel justement à des femmes justement juives pour pouvoir effectuer en fait des avortements. Donc vous avez pas mal d'archives et de films qui vous parlent aussi de ces aspects-là si vous voulez accentuer vos connaissances en fait là-dessus. Donc les Juifs avaient vraiment en fait un rôle central hein, d'intermédiaire dans différents domaines, que ce soit du commerce, que ce soit de la médecine, que ce soit en fait de la viticulture, etc. Donc tout ça en fait, ça permet en fait aux Juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe, notamment l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, justement, c'est-à-dire un peuple originaire en fait de l'Asie centrale, vont commencer leur expansion, et ils vont atteindre Jérusalem. Ils persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. En réaction, les chrétiens d'Europe organisent des croisades. Et c'est là où on va rentrer maintenant en fait dans les périodes des croisades. Donc les chrétiens d'Europe vont maintenant organiser des croisades. Ils vont organiser en fait toutes sortes en fait d'expéditions en fait militaires, et notamment en fait religieuses, vers la Terre Sainte. Donc du coup, c'était justement en fait euh, l'aubaine pour les Occidentaux de pouvoir justement se rallier hein, derrière en fait des bannières de croisades, des bannières en fait d'expéditions en fait religieuses et militaires, pour pouvoir aller bien sûr euh, massacrer et puis convertir, comme vous le savez, par rapport en fait aux croisades, etc. On va pas rentrer trop en détail dans les croisades, vu que là, c'est pas trop l'objectif.
mais c'était aussi dû à l'expansion en fait des Seljoukides. Quand les Seljoukides vont commencer en fait à faire leur expansion, il va y avoir une réaction justement en fait des chrétiens en fait d'Occident pour pouvoir justement riposter en fait à ça. En chemin, ce qui va se passer, c'est que les chrétiens vont commencer à massacrer des communautés juives et ils vont considérer maintenant que ces communautés en fait sont justement en fait un peuple déicide, c'est-à-dire un peuple qui a tué Jésus-Christ. Donc dès lors, ça change maintenant en fait la vision des choses des Juifs justement en fait en Occident, parce qu'à partir du moment où ils sont désormais considérés comme étant un peuple déicide, ils vont être persécutés. Et vous voyez comment les hommes sont quand même étranges, parce que les mêmes, le même système en fait hein, chrétien catholique qui les utilisait en tant que commerçants, aussi en tant que médecins, etc. Du jour au lendemain, on va décider qu'ils sont déicides et que c'est eux qui ont tué Jésus. Et pourtant, bien avant, on savait bien ce qui s'était passé en fait à Jérusalem jadis, pendant que Jésus était arrivé. Mais dès lors, tout le monde en fait va décider que non, non, ce sont des déicides et il va y avoir en fait des persécutions en fait sur eux. Donc c'est pour vous montrer comment l'histoire change. Et vous voyez bien que à ces moments-là, en fait, les Juifs étaient justement protégés hein, par le monde musulman. Et aujourd'hui, vous avez un combat en fait entre les Juifs et les musulmans. Donc, en réalité, ce sont en fait des aspirations en fait politiques et des plans toujours sous-marins qui sont mis en place. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu toutes ces choses. À partir de 1347, il va y avoir en fait une peste noire qui va justement en fait faire en sorte que des bateaux en fait de commerçants en fait génois vont pouvoir cette peste va commencer en fait à envahir justement le continent et bien sûr en 5 années il y a la maladie qui va commencer en fait à se propager en fait en Europe et qui va bien sûr décimer en fait près de la moitié en fait de la population parce que c'était vraiment la grande période de la peste noire et bien sûr, il faut bien trouver des coupables et ça va être mis en fait sur le dos des Juifs qui vont être accusés d'avoir empoisonné en fait les puits. Donc, dès lors, persécution. Donc, sur tout l'axe Rhin-Rhône, les Juifs en fait seront énormément en fait persécutés et progressivement ils vont être expulsés. Donc, en Espagne, il va y avoir une reconquista et les rois catholiques vont imposer justement en fait aux Juifs de se convertir ou de partir. Donc, c'est conversion de force où on les chasse en fait automatiquement. Une grande partie vont choisir justement en fait de partir et de s'installer le long des côtes en fait méditerranéennes et principalement en fait dans l'Empire ottoman où bien sûr ils sont les bienvenus. Donc vous voyez ici encore du côté des Turcs sédoucides et du côté des, des musulmans justement il n'y a pas de problème en fait avec les juifs en fait à ce moment-là. La Pologne-Lituanie, en fait, va commencer aussi une politique d'accueil et elle va devenir un havre de paix pour les Juifs en provenance, en fait, d'Europe de l'Ouest. Donc, c'est à ce moment-là que beaucoup de Juifs vont immigrer aussi en Pologne-Lituanie. Au XVIIe siècle, ils sont à peu près, en fait, plus de 300 000, euh, soit environ, en fait, la moitié hein, de tous ceux qui se trouvent un petit peu partout. Et en 1648, tout va changer avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine. Ils vont se révolter contre qui? Contre la noblesse et les juifs, à qui ils vont reprocher en fait une relation privilégiée avec le pouvoir. Effectivement, vu que les juifs sont des commerçants, ce sont aussi des gens qui sont très malins. Donc, ils ont toujours tendance facilement en fait à s'approcher du pouvoir pour justement aussi à une question de survie, mais aussi une question de stratégie et de malice. Donc, malice que vous retrouvez bien sûr hein, dans le patriarche Jacob, parce que Jacob était très, très malin. Malin, c'est pas vraiment une bonne chose. Hein. La malice, c'est pas vraiment une bonne chose.
Il y a une différence entre la malice et l'intelligence. Donc il faut bien garder les choses. Mais la malice permet parfois en fait de se sortir de certaines situations. Voilà, c'est une façon d'user de stratégie pour pouvoir justement en fait avoir en fait ses ennemis. Et les Juifs justement ont toujours œuvré de la sorte, hein, c'est une stratégie hein, qu'ils ont toujours mis, que ce soit les Juifs de base ou même ceux qui ont embrassé après le judaïsme. La ruse a toujours été une grande stratégie utilisée en fait par les Juifs. Il y a plus de 100 000 d'entre eux qui vont être massacrés ou qui vont fuir justement en fait la région. Cet épisode va totalement affaiblir en fait la Pologne-Lituanie qui justement en fait se retrouve assiégée de toutes parts par les puissances voisines. Donc en 150 ans, le pays est éradiqué et ses terres sont bien sûr partagées par les conquérants qui vont venir récupérer. La communauté juive est donc divisée et vous avez 900 000 d'entre eux qui se retrouvent désormais dans l'Empire russe, où ils ne sont pas justement en fait les bienvenus. Et c'est là où on va maintenant arriver en fait au problème en fait des pogroms. Donc il va y avoir des soucis qui vont se soulever là-bas et du coup ces juifs-là en fait vont être cibles d'attaques en fait populaires qui sont appelées en fait les pogroms, c'est-à-dire c'est un mot juif, c'est un mot russe qui signifie en fait dévaster. Donc à ce moment-là en fait les juifs vont être euh, vont être maltraités, vont être persécutés et beaucoup seront obligés en fait de fuir. Donc, vu que les autorités ne vont pas véritablement en fait réagir face à ces différentes attaques qui sont très fréquentes et qui augmentent en fait en intensité jusqu'à devenir même quasiment en fait meurtrières parce que certains vont justement en fait se faire tuer, les Juifs vont décider maintenant d'émigrer vers les États-Unis et vers l'Europe occidentale où désormais en fait on les accepte un petit peu mieux parce que leurs conditions s'est améliorées. Donc du coup ils ont fui l'Europe parce qu'ils étaient persécutés pour aller en fait vers l'Ouest, notamment jusqu'en Russie, et ils vont être obligés de fuir en fait la Russie pour retourner en fait vers l'Europe parce qu'ils vont être persécutés. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est quoi? C'est que pourquoi à chaque fois ils étaient persécutés? Parce que, étant donné que ce sont des commerçants, étant donné que ce sont des gens qui sont assez très malins, et aussi ce sont des gens qui ont l'habitude en fait d'essayer de tout faire pour survivre. Donc, et la meilleure façon de survivre, c'est quoi? C'est d'essayer de se mettre toujours à côté de ceux qui dirigent. Or, quand tu te mets à côté de ceux qui dirigent, et ben lorsqu'il y a une révolte populaire, et ben forcément, tu seras automatiquement en fait accusé vu que tu mangeais en fait avec les grands. Donc, quand les gens en ont marre des grands, ils vont forcément en fait te remettre aussi en fait la chose sur toi-même. Et plus tard, on le verra, c'est ce qui s'est passé aussi hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que il y avait en fait des sionistes qui travaillaient justement avec même avec le régime nazi, et le fait qu'il y avait aussi des juifs qui avaient des bonnes situations, c'est ce qui a permis en fait justement en fait au régime nazi de pouvoir en fait les accuser justement de s'enrichir et de bénéficier de ce que eux ils ne peuvent pas avoir. Donc vous voyez, si vous voyez bien, c'est toujours un petit peu en fait les mêmes choses qui sont un petit peu en fait reprochées par rapport à la proximité vis-à-vis du pouvoir et par rapport à la situation que les Juifs pouvaient avoir. Donc, dans ce contexte, en fait, il va y avoir, à partir de 1897, à Bâle, le premier congrès sioniste qui va justement, en fait, se mettre en place 1817 à Bâle. Et ils vont envisager maintenant de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Bon, là, ici, je vous passe un petit peu les détails, mais il y avait aussi euh, des, des, des propositions, hein, des idées pour fonder en fait la patrie en fait en Afrique, mais au final, ça ne s'est pas fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'Empire ottoman va automatiquement en fait s'opposer
à ce que cette patrie soit mise en fait justement en Palestine. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était l'Empire ottoman qui dominait en fait la Palestine. Et comme il dominait la Palestine, il ne voulait surtout pas en fait d'un État euh, sur ce qu'il domine. Après, maintenant, il faut aussi les comprendre. Euh, c'est comme si, vous voyez, à ces époques-là, les Occidentaux dominaient aussi l'Afrique. Et les Occidentaux dominaient l'Afrique à travers, en fait, la colonisation à cette époque. Bon, c'est comme si les Ottomans qui dominaient en fait la Palestine, c'est comme si quelqu'un en fait décidait du jour au lendemain de venir en fait installer en fait une nation justement sur le territoire que les Occidentaux en fait dominaient. Bien sûr qu'ils ils ne l'auraient jamais en fait accepté. Donc ici, il y a forcément eu en fait ce souci-là avec justement en fait l'Empire ottoman qui a refusé justement de d'obtempérer et d'accepter. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va y avoir en fait la Première Guerre mondiale. Mais avant qu'on puisse rentrer un petit peu en fait en détail par rapport en fait à cet aspect de Première Guerre mondiale, il nous faut tout de même voir quelque chose qui est assez, qui est assez important par rapport en fait par rapport à la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, il y avait un contexte qui était assez particulier pendant cette guerre. Pendant cette guerre mondiale, vous avez des camps qui s'affrontaient. Et parmi ces camps-là qui s'affrontaient, vous aviez russe, le bloc russe qui était avec le bloc britannique et aussi avec le bloc français. Donc vous avez les Russes, les Britanniques et les Français qui sont ensemble. Déjà, vous devez déjà en fait vous poser quand même pas mal de questions. À ce moment-là, vous avez les Russes, les Britanniques, les Français qui sont ensemble. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui sont ensemble. Ça, c'était le contexte de la Troisième Guerre mondiale. Contexte qui était quand même assez particulier parce que quand vous voyez en fait les gens qui se battent et quand vous voyez comment en fait ils se sont organisés, automatiquement vous êtes à même de vous poser justement en fait la question sur la réalité de euh, comment cette première guerre mondiale va pouvoir en fait s'agencer et comment aussi les différents partis vont pouvoir justement en fait s'établir dans leur entente et dans leur façon justement en fait de concevoir tous ces aspects-là. Donc en réalité, il y avait une alliance rivale avec des conflits d'intérêts, des traités secrets et toutes ces choses en fait divisaient en fait totalement en fait l'Europe. Et il y avait ce qu'on appelait en fait la triple entente. Donc cette triple entente se battait contre les puissances en fait centrales. À l'intérieur de la triple entente, vous retrouviez justement, comme je vous l'ai dit, la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Et en phase 2, vous avez l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Maintenant, il y a des choses quand même qui vont être curieuses dans tout ce qui va se passer. Il y a un certain nombre de choses en fait curieuses. C'est-à-dire, l'Empire ottoman, qui est la Turquie, hein, quand on parle de l'Empire ottoman, c'est la Turquie. Je fais une petite parenthèse ici parce que
vous allez comprendre un petit peu mieux le contexte si vous comprenez le contexte de la Première Guerre mondiale. Vous allez comprendre un peu tout ce qui s'est passé par la suite et vous allez voir que tout est forcément en fait lié. L'Empire ottoman, c'est la Turquie. L'Empire ottoman, normalement, ne faisait pas partie justement en fait de l'alliance en fait des puissances centrales. Parce que l'alliance des puissances centrales, c'est l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Mais à partir d'août 1914, c'est-à-dire, eux, ils n'en faisaient pas partie en fait en 1914, mais ce qui va se passer, c'est que ils vont maintenant en fait déclarer en fait la guerre à la plupart en fait des puissances de l'entente à la fin justement de 1914. En octobre 1915, la Bulgarie va se joindre aussi aux puissances en fait centrales. Donc du coup, vous allez avoir l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie. De l'autre côté, vous avez l'Italie aussi qui ne faisait pas partie normalement hein, de la triple entente parce que l'Italie était alliée de l'Allemagne et aussi de l'Autriche-Hongrie. C'est-à-dire, avant la guerre, ils étaient alliés. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'Italie, justement, au départ, n'entre pas vraiment en fait en guerre, mais à partir de 1915, l'Italie va entrer en guerre maintenant aux côtés de l'entente, de la triple entente, c'est-à-dire aux côtés de la France, de l'Espagne et enfin de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. En 1918, beaucoup d'autres pays vont justement en fait participer au conflit, dont les États-Unis et le Japon aux côtés de l'entente. Donc dès lors, vous voyez déjà un certain type de blocs qui se sont créés. Ces blocs-là, après, vous allez les retrouver par la suite pour la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez bien ici que le Japon et les États-Unis rentrent aussi en fait désormais en fait dans le conflit et aux côtés en fait de l'entente. Mais par contre, c'est pas ce qui va se passer par la suite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ici, vous voyez déjà l'entrée des États-Unis, vous voyez déjà le double jeu de l'Italie et vous voyez aussi en fait la situation en fait du Japon qui s'était d'abord prononcé en fait du côté en fait de la triple entente. Quand on parle de triple entente, on parle de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Maintenant, les causes justement en fait de tous ces conflits-là, c'est quoi? C'est premièrement, il y avait des anciens griefs territoriaux en fait entre eux. Il y avait la concurrence coloniale. Donc, vu qu'ils se bagarraient aussi en fait selon par rapport en fait à leurs différentes colonies, ils étaient en concurrence pour pouvoir posséder justement en fait ces colonies-là. Donc tout ça, ça faisait partie des éléments pour lesquels hein, ils ont décidé en fait de commencer en fait à se taper dessus. Et ils avaient aussi en fait des craintes que les uns et les autres puissent s'attaquer en fait mutuellement. Donc euh, dès que le conflit va commencer en fait à apparaître, et ben du coup en fait il n'y a aucun État qui voudra en fait se mobiliser en fait en dernier, de peur que ses ennemis puissent justement en fait être en avant et justement boum ils vont commencer en fait à se rentrer dedans. Maintenant après on va voir aussi pour quelles raisons en fait ils se sont rentrés dedans véritablement. Et les uns et les autres vont avoir en fait des calendriers de mobilisation, ils vont avoir une certaine rhétorique en fait martiale, il va y avoir en fait des obligations secrètes, etc. qui vont, des alliances qui vont se mettre en fait en place. Vous avez aussi certains intérêts nationaux par rapport à toutes ces puissances en fait européennes qui vont justement en fait entrer en fait en compte par rapport à leurs propres intérêts en fait nationaux. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que lorsqu'on voit en fait les intérêts aux côtés de la triple entente, donc je vous ai dit quand on parle de triple entente, on parle de euh, de la France, de la Grande-Bretagne et aussi de la Russie. Par exemple, du côté de la France tenait en fait à tout prix à se venger de la défaite qu'ils avaient eue en fait vis-à-vis des Allemands pendant la guerre en fait de 1870 à 1871, quand ils ont perdu l'Alsace-Lorraine. La Russie, justement en fait, elle, elle promettait en fait de pouvoir soutenir en fait la Serbie, une nation en fait slave sœur, tout en faisant en fait en sorte que l'Autriche-Hongrie n'augmente pas en fait ses influences dans les Balkans.
La Grande-Bretagne, eux, ils soutenaient en fait la Belgique et garantissaient en fait sa souveraineté, mais ils ne souhaitaient également en fait conserver l'équilibre en fait des forces qui étaient en train de se façonner en fait en Europe, en contenant en fait bien sûr l'Allemagne, parce que l'Allemagne était la nation qui faisait peur en fait à la Grande-Bretagne. L'Italie, qui était alliée au départ en fait des puissances centrales, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, va maintenant refuser en fait de se laisser entraîner en fait dans ce que eux considéraient comme étant une guerre d'agression. Et à partir de mai 1915, elle va se joindre en fait à l'OTAN dans l'espoir d'acquérir en fait des territoires austro-hongrois et de nouvelles possessions coloniales, surtout en Afrique. En ce qui concerne en fait les puissances centrales, l'Autriche-Hongrie, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient écraser le nationalisme serbe et renverser justement l'unité en fait de l'empire, particulièrement en fait dans les Balkans. C'est pour ça que vous voyez les Balkans ont toujours été très 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 chauds comme zone. L'Allemagne, eux, ils soutenaient en fait la Autriche-Hongrie dans leur guerre face aux Serbes et ils espéraient aussi exercer en fait une plus grande influence en Europe. Surtout, bien sûr, en affaiblissant la France et la Russie. Et c'est pour ça que, vous voyez ça, vous allez le retrouver encore dans la Seconde Guerre mondiale. La France d'un côté, la Russie de l'autre, qui viennent en fait pour affronter justement en fait l'Allemagne. L'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, eux, ils voulaient exercer justement un plus grand contrôle du territoire sur les peuples turcs qui justement vivaient aussi en Russie parce qu'il y avait énormément en fait de Turcs qui vivaient justement en fait en Russie. Et toutes ces choses, ça s'est déclenché pour quelle raison? Ça s'est déclenché pour quelle raison? Tout simplement à cause de l'assassinat en fait d'un assassinat en fait à Sarajevo. Ce qui s'était passé, c'est que il y avait eu l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc en fait Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo, qui va être assassiné. Donc, l'assassin était Gavrilo Princip, membre de la société en fait de la Main Noire. Cette société faisait partie d'un mouvement nationaliste serbe visant à unifier la Serbie. Et bien sûr, d'autres États slaves appartenant en fait alors à l'Empire austro-hongrois. Donc, vous voyez en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que ça concerne en fait ici les Slaves. Écoutez bien cette histoire, écoutez bien, vous allez comprendre. Cette société en fait, qui s'appelait en fait la Main Noire, cette société faisait partie d'un mouvement nationaliste serbe qui voulait unifier la Serbie et d'autres États slaves appartenant alors à l'Empire austro-hongrois. Donc, des États slaves qui appartenaient en fait à l'Empire austro-hongrois cherchaient en fait à s'unifier en fait autour de la Serbie et justement en fait les Austro-Hongrois ne voulaient pas et du coup il y a un conflit. Et bien ici vous retrouvez ce qui se passe en fait pendant la Troisième Guerre mondiale. Parce que le premier front de la Troisième Guerre mondiale, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine, c'est le dernier bastion qui sert justement en fait de frontière entre la Russie et l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne. Or, l'Union européenne travaille en fait avec l'OTAN. Et bien sûr, l'OTAN est une organisation en fait militaire, à la botte des Américains. Et le but, c'était que l'Ukraine devait rester neutre afin que l'Ukraine ne représente pas en fait une base militaire pour l'OTAN qui pourrait facilement en fait attaquer la Russie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Ukraine représente un petit peu cet aspect en fait de mer pour les nations slaves, pour les nations russes. C'est pour ça que avant, vous savez, l'Ukraine en fait était la Russe de Kiev. Donc, vous comprenez bien que le cas de l'Ukraine était assez spécifique. Donc, quand la Russie, à travers Poutine, qui a envie justement de rebâtir l'ancienne puissance soviétique, eh bien, ça veut dire, rebâtir l'ancienne puissance soviétique, ça veut dire récupérer les nations slaves. Et du coup, il y avançait doucement,
mais le temps qu'il puisse se préparer, eh bien, il avait émis en fait justement en fait ce veto-là que l'Ukraine ne doit absolument pas rentrer en fait dans l'OTAN. Et à partir du moment où il y a eu des avancées pour que l'Ukraine puisse se tourner vers l'Union européenne et bien sûr vers les États-Unis, forcément, ça posait un problème. Donc vous voyez bien que les mêmes choses, les mêmes problématiques de réunification slave dont on a eu en fait le souci pendant la Première Guerre mondiale, eh bien vous avez retrouvé en fait les mêmes problématiques pour ce premier front de la Troisième Guerre qui a déjà en fait commencé sans véritablement en fait dire son nom. Donc ici, c'était tout simplement vraiment pour que vous compreniez un petit peu ce petit, euh, ce petit, euh, cette petite présentation pour que vous voyez bien comment on en est arrivé dans ce contexte déjà en fait de cette première guerre mondiale. Sachant que euh, quand je vous ai parlé tout à l'heure en fait de Albert Pike, vous savez que cette première guerre mondiale, le but c'était justement de déstabiliser en fait les puissances, notamment en fait les puissances en fait soviétiques. À partir de 1914 va débuter donc en fait cette première guerre mondiale. Et vous avez vu que ça s'est débuté sur une histoire d'assassinat d'héritiers. Donc en réalité, euh, ça aurait pu aussi ne pas avoir lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous comprenez bien que comment tout un continent et avec des ingérences qui vont se faire de part et d'autre vont rentrer justement en fait dans ce conflit pour des choses qui à la base auraient pu en fait être gérées autrement. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que il y avait un objectif forcément en fait derrière. Donc, l'Empire ottoman qui combat en fait aux côtés en fait de l'Allemagne. Donc, en face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour, le fameux Arthur Balfour, il va faire une lettre ouverte en promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. Et de l'autre côté, en parallèle, les mêmes Britanniques vont pousser justement en fait les Arabes à se rebeller contre l'Empire ottoman, vu que l'Empire ottoman a choisi de rentrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. Du coup, les Britanniques vont jouer à un jeu extrêmement dangereux uniquement dans leur intérêt. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont tisser des accords avec les sionistes, et les accords qu'ils vont tisser avec les sionistes, c'est justement pour pouvoir bénéficier de l'appui financier des banquiers juifs, des banquiers sionistes, etc. Et en leur promettant justement qu'ils aient un foyer sur la terre de Palestine. Parce que si jamais ils arrivent à vaincre, et du coup comme l'Empire ottoman s'est mis du côté de l'Allemagne et que la Palestine appartenait à l'Empire ottoman à ce moment-là, et bien pour eux, s'ils arrivent à vaincre, ils vont récupérer les possessions justement en fait de l'Empire ottoman et ils vont pouvoir donner aux Juifs en fait un foyer. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, ils vont faire aussi une proposition similaire quasiment aux Arabes qui sont en fait en Palestine. Et ils vont leur dire, vous devez vous rebeller contre l'Empire ottoman, comme ça leur permet en fait d'avoir justement un front à l'intérieur, parce que s'il y a une rébellion, il va y avoir en fait des révoltes et tout ça à l'intérieur. Donc les Ottomans auront du mal à combattre à l'extérieur et à combattre aussi à l'intérieur en fait de leur colonie. En leur promettant bien sûr qu'ils vont avoir l'indépendance sur les territoires qui seront en fait libérés. En réalité, d'un côté pour avoir l'argent des Juifs et de l'autre pour avoir la force de combat de la rébellion arabe de la Palestine, eh bien, ils vont leur proposer la même chose. Sachant que, en réalité, ce ne sera pas réalisable. Donc, si vous comprenez bien, la base du problème vient de l'Empire britannique. Ça déjà, c'est un aspect qu'il faut bien comprendre. Et rappelez-vous des propos d'Albert Pike.
la Première Guerre mondiale va être mise en place parce que ils vont monter les uns et les autres contre les uns et les autres, mais dans le but de préparer. Donc vous voyez bien que ici, ils savaient très bien qu'il allait y avoir un conflit plus tard entre les Juifs et justement en fait les Palestiniens. Or, Albert Pike vous expliquait que le but de la Troisième Guerre mondiale, ce sera justement ce conflit-là entre l'État d'Israël et... Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous voyez déjà le lien qui était déjà là en train d'être préparé, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale était déjà en fait en train d'être préparée pendant la Première Guerre mondiale. Donc, d'où j'ai voulu vous faire, j'ai voulu vous partager un petit peu les propos d'Albert Pike, qu'on rentrera en profondeur hein, quand le moment sera venu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, c'est pour ça que je ne parlais pas encore trop d'Albert Pike. Mais ici, je voulais absolument que vous compreniez en fait hein, ces corrélations-là qu'il y a en fait entre ces aspects-là, parce que c'est très 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 important. Parce que comment établir la bonne base d'un conflit futur entre l'État d'Israël et les Palestiniens, les Arabes palestiniens qui sont en fait sur le territoire? Eh bien, en leur promettant une même chose pour avoir des choses différentes derrière, parce que d'un côté, ben, ils vont récupérer l'argent des Juifs, de l'autre, ils vont récupérer en fait la force en fait de rébellion des Arabes en fait palestiniens. Donc, et au final, ils sont les gagnants, mais ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas pouvoir donner le contrepartie en fait en question. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la guerre, le Proche-Orient est totalement en fait démantelé et partagé entre les puissances européennes, parce que ce sont les grands gagnants justement du conflit. La Palestine passe sous mandat britannique. C'est le début du conflit maintenant israélo-palestinien. Maintenant, ce conflit israélo-palestinien que, que l'on va voir, donc vous voyez comment on en est arrivé en fait au conflit israélo-palestinien par la faute de l'Empire britannique. Gardez bien ça en tête. Par la faute de l'Empire britannique. Et rappelez-vous que la base en fait des Illuminati euh, de Albert Pike, c'est le rite ancien écossais. Et vous devez savoir que la base même en fait de tout le système maçonnique se trouve en fait en Écosse. C'est là-bas que se trouve la base, en Écosse. Et vous avez certaines choses que vous retrouverez en fait dans certaines cités telles que Burdine, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que là, le but, c'est pas de parler en fait de la franc-maçonnerie. Mais ici, je voulais tout simplement que euh, le mouvement Illuminati, et le mouvement maçonnique dans lequel vous retrouvez aussi hein, Albert Pike, et bien vous retrouvez ces racines-là hein, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et notamment l'Écosse qui est vraiment une base, un fief en fait euh, maçonnique à travers justement en fait le rite ancien écossais. Ça, vous devez bien garder ça en tête. Et vous retrouvez justement cet aspect-là de comment la Grande-Bretagne a justement en fait manigancé, manipulé, afin que à travers déjà une guerre d'apparence, il y ait des choses qui sont en train d'être préparées hein, en sous-marin. C'est pour ça que je vous ai toujours dit des guerres à l'intérieur d'une guerre. Donc vous voyez bien qu'on mettait déjà en fait en place justement ce conflit israélo-palestinien parce que il faut pas faire des études de bac plus je ne sais pas combien pour comprendre qu'à partir du moment où vous promettez aux Juifs un État sur la terre de Palestine et que vous promettez aussi la même chose en fait aux Palestiniens, un État sur la terre de Palestine, ben forcément, quand vous récupérez le mandat, à qui vous allez donner finalement son État? Forcément, il va y avoir un conflit. Vous voyez un peu? Donc tout ça, c'était déjà en fait préparé, manigancé par les Britanniques. Donc, les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche, sont donc étaient justement en fait opposés justement à la triple entente, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et les Alliés. Comme on le voyait tout à l'heure, Balfour, hein, ce fameux ministre des Affaires étrangères,
quand il va écrire justement en fait sa lettre ouverte pour le foyer en Palestine contre le soutien en fait du mouvement en fait sioniste, et qu'en parallèle bien sûr il va aussi affaiblir l'Empire ottoman en poussant en fait les Arabes à la rébellion et en leur promettant l'indépendance sur le territoire. En effet, ça a été quand même quelque chose qui a été bien pensé, il faut dire ce qui est. Ça a été bien pensé, mais la suite allait être forcément en fait catastrophique. Donc l'Empire ottoman est vaincu, ses terres sont partagées, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup, les puissances européennes en fait récupèrent en fait le tout. Les Britanniques donnent ensuite justement plus d'indépendance en fait aux Arabes qui se trouvent en fait en Irak et aussi en fait en Transjordanie. C'est dans ce qu'il reste du coup de la Palestine que le Royaume-Uni veut créer un foyer national juif alors que la communauté juive est largement en fait minoritaire. Et ça, on l'avait vu un petit peu avec vous hein, lors des derniers lives. Donc, l'immigration prend rapidement en fait de l'ampleur suite à la situation en fait tendue en Europe et plus particulièrement en Allemagne où le parti nazi antisémite arrive au pouvoir. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Bon, ici, je ne fais pas de parenthèse, mais je vous parlerai, hein, pas peut-être pas forcément aujourd'hui, je vous parlerai en fait hein, des alliances aussi qu'il y avait entre les sionistes et l'Allemagne nazie. Il y avait pas mal d'alliances, etc., qui se passaient en fait entre eux avant que tout se dégénère. Je vous en parlerai. Donc, le Royaume-Uni et la France euh, réagissent automatiquement hein, après l'invasion en fait de la Pologne et ils déclarent en fait la guerre à l'Allemagne. Donc, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 ans, le conflit en fait va faire 60 millions de morts et près de 6 millions de juifs visés justement par la Shoah. À la fin de la guerre, l'immigration juive vers la Palestine va prendre justement en fait de l'ampleur et va augmenter encore plus les tensions justement qui se passent déjà là-bas en fait sur le territoire. Les Britanniques vont entamer justement leur retrait de la zone car ils sont totalement dépassés par la situation. Donc les Britanniques qui ont mis le bouxon vont justement en fait quitter justement la zone et laisser les autres en fait se débrouiller. C'est un petit peu ce que les Américains ont fait en Irak, hein. Mais bon, là c'est pas le lieu de parler de cet aspect-là. Mais euh, c'était pour préparer des choses. Donc c'était pour préparer des choses. Donc vous voyez, cette stratégie-là était déjà faite en fait bien avant. Donc quand la Palestine devenait un peu trop chaud bouillon, et bien en fait les Britanniques vont se retirer du coup en fait de la Palestine et l'ONU va prendre maintenant en fait le relais. Et l'ONU va proposer en fait de diviser la région en fait en deux États avec Jérusalem en fait en zone internationale. Ça on l'avait vu un peu la dernière fois. Donc le projet est accepté par les sionistes mais il est rejeté par les Arabes palestiniens. Donc la Ligue arabe va mettre maintenant en fait en place une armée de libération composée en fait de milliers en fait de volontaires pour combattre les sionistes. En face, les juifs eux aussi vont s'organiser. Hein, ils vont organiser tout ce qui concerne en fait leur défense militaire. Les populations vont être formées militairement pour se préparer justement en fait à la guerre. Et ce que les juifs vont faire, les sionistes vont faire, c'est qu'ils vont envoyer en fait des agents en Europe pour pouvoir récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et ils vont signer des contrats d'armement. Dès lors, ils vont signer en fait justement leur contrat d'armement en fait avec l'Occident et vous vous en doutez bien que le 14 mai 1948, le Royaume-Uni eh ben, termine en fait son retrait en Palestine. Donc, il va y avoir la proclamation de l'indépendance en fait de l'État d'Israël, déclaration en fait de guerre de la Ligue arabe automatiquement. Vu que Israël est désormais indépendant, l'État est proclamé, automatiquement la Ligue arabe en fait déclare la guerre en fait à Israël. Donc, il va y avoir des accords d'armistice en fait qui vont être signés. Israël
va justement en fait s'emparer de nouveaux territoires hein, suite au combat, vu que Israël a tissé des alliances pour récupérer des armes par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Donc forcément, les Palestiniens en fait étaient lésés hein, sur cet aspect-là. Mais, mais vous comprenez bien que le but c'était de préparer en fait un État juif. Donc forcément, c'est pour ça que les Occidentaux ont soutenu aussi hein, militairement, vu que c'était aussi les grands vainqueurs. Et ben, les armes, en fait, qu'ils avaient récupérées, les stocks qu'ils avaient récupérés, Israël a pu avoir tout ça pour s'armer et aussi pour pouvoir combattre, en fait, les Palestiniens qui n'étaient pas aussi, en fait, armés. Donc, l'Égypte reçoit donc la bande de Gaza à travers, en fait, l'accord et la Cisjordanie est annexée, en fait, à la Transjordanie pour former ce que vous connaissez aujourd'hui en tant que la Jordanie. Donc, du coup, vous avez ici plus de 700 000, en fait, Arabes qui vont être chassés ou qui vont fuir en fait les territoires israéliens vers les camps de réfugiés. Les communautés juives des pays arabes, parfois qui sont là depuis plus de 2000 ans, hein, vont être obligés parce que vous savez qu'il y avait des juifs qui étaient dispatchés un peu dans les différents territoires. Et bien eux aussi ils vont être chassés et ils vont revenir en fait se réfugier en Israël ou en Europe. Donc rassurés en fait par la victoire d'Israël, de nombreux juifs européens vont immigrer eux aussi maintenant sur le territoire en fait de la Palestine. Donc en 1967, Israël déclare la guerre à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie. En 6 jours, Israël s'impose et triple son territoire en s'emparant du Sinaï égyptien, du plateau du Golan syrien et de la Cisjordanie. Des colons en fait israéliens vont commencer maintenant en fait alors à s'installer sur les territoires palestiniens. L'ONU va essayer de réagir automatiquement et adopter une résolution dite la résolution 242 qui va condamner en fait l'occupation israélienne. Mais vous connaissez hein, les résolutions de l'ONU, c'est jamais appliqué. Donc 6 ans plus tard, l'Égypte et la Syrie vont lancer une attaque surprise pour tenter de récupérer en fait leurs terres. Dans un premier temps, l'armée israélienne est mise en déroute et ne peut repousser en fait l'attaque. Dans un climat de guerre froide, l'URSS et les pays arabes soutiennent en fait l'offensive. Donc l'URSS va maintenant rentrer du côté hein, des pays arabes. Donc vous voyez, rappelez-vous que l'URSS avait accepté le partage en fait à la base. Et l'URSS était justement dans le camp de l'Angleterre, de la France. Donc ils faisaient partie en fait de la triple entente. Et l'URSS, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est aussi retrouvé hein, avec eux. Mais vu que les Européens ont après fait des alliances à travers les plans Marshall et tout ça avec les Américains, et ben l'URSS en fait va perdre beaucoup en fait de force et à travers en fait la guerre froide qui va les opposer aux États-Unis. Et vu que l'Europe était soumise en fait aux États-Unis, donc vous voyez un petit peu en fait les différentes complexités. L'URSS ben, justement va totalement en fait changer de camp et commencer maintenant à soutenir les pays arabes. Vous voyez, vous comprenez bien que tout ça, ce sont vraiment des histoires en fait d'intérêt. Donc, il faut vraiment faire très 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 attention lorsque on se retrouve à analyser en fait ces choses ou à vouloir prendre en fait des positions. Donc du coup, l'URSS va commencer maintenant à soutenir en fait l'offensive en fait des pays arabes. Et les États-Unis, eux, ils vont envoyer en urgence 22 000 tonnes en fait d'armement en fait à Israël. Donc vous comprenez bien que ça change aussi la donne. Donc l'armée israélienne reprend le dessus et repousse encore un peu plus ses frontières. Donc ce qui va se passer, c'est que en réponse à cela, par rapport au fait que les Occidentaux et notamment les États-Unis ont soutenu en fait Israël contre justement en fait les pays arabes, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, euh, tous ces pays-là qui ont déclaré en fait la guerre en fait à Israël pour récupérer en fait leur territoire, les pays arabes vont maintenant en fait entamer maintenant ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Donc, les pays arabes qui sont exportateurs en fait de pétrole, ils vont décider de punir les États-Unis et les alliés en fait d'Israël en augmentant de 70% le prix du baril et en diminuant en fait la production de 5%. Donc, vous comprenez bien que là, ça devient grave.
Donc, vu que les prix ont augmenté, et bien donc vous imaginez aussi les prix au baril en fait augmentent comme ça, vous imaginez après le prix en fait à la pompe, qui grimpe d'une manière pas possible. Donc, ça pose des problèmes dans ces états-là. Et la production aussi diminue, donc ça veut dire qu'il y a moins d'offres sur le marché avec un prix en fait beaucoup plus élevé. Donc, et c'est de là qu'on va commencer maintenant en fait à voir ce chantage-là en fait pétrolier qui va se mettre en place. Donc, Israël est mis sous pression en fait internationale et rend le Sinaï à l'Égypte et une partie en fait du Golan à la Syrie. Mais il conserve son contrôle sur les territoires palestiniens où la colonisation s'accélère, surtout à Jérusalem-Est. En 1980, Israël va proclamer Jérusalem comme sa capitale indivisible. Donc, il va y avoir une condamnation de cette décision en fait par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En Cisjordanie, il va y avoir des problèmes qui vont en fait euh, se, se, se mettre en place par rapport à l'approvisionnement en fait en eau. Parce que ce que Israël va faire, c'est que comme c'est Israël qui a la main mise sur les sources d'eau et sur la distribution en fait, ils vont justement distribuer de manière totalement en fait inégale entre les colonies en fait juives et les Palestiniens. Donc forcément, ça va poser problème, hein. Donc en 1987, première intifada. Donc la population palestinienne se révolte et descend dans les rues principalement armée en fait de pierres. Et ce qui va se passer, c'est intifada signifie en fait tout simplement soulèvement. Donc ça va être le premier soulèvement justement en fait de la population en fait palestinienne qui va commencer à se soulever, hein, à travers d'abord des pierres, hein, principalement. Bon, ils auront peut-être quelques autres armes, mais principalement des pierres. Et c'est là que vous allez avoir la naissance en fait du Hamas, le fameux Hamas dont vous entendez parler en fait aujourd'hui. La naissance du Hamas, donc le mouvement en fait islamiste en fait palestinien qui va combattre en fait Israël. Donc, pendant ce temps-là, l'organisation en fait de la libération en fait de la Palestine, qui était une organisation qui avait été mise en place en 1964 par la Ligue arabe et exilée en fait à Alger, va proclamer le 15 novembre 1988 l'indépendance de l'État de Palestine. Donc Jérusalem est aussi leur capitale. Donc voilà, l'État de Palestine se crée. L'État d'Israël déclare que Jérusalem est sa capitale indivisible et l'État de Palestine déclare aussi que Jérusalem est sa capitale et bien entendu indivisible aussi, hein. Ça va de soi. Il va y avoir 136 pays qui vont reconnaître justement en fait l'État en fait de Palestine. Forcément, conflit. Donc, au bout de 6 années de conflit, une paix fragile est signée avec les accords d'Oslo qui prévoit une reconnaissance mutuelle et les bases pour l'autodétermination de la bande de Gaza et de Jéricho dans un premier temps. En 1995, il va y avoir une signature en fait d'un plan de partage de la Cisjordanie qui prévoit en fait des zones sous contrôle palestinien, des zones mixtes et le reste sous contrôle israélien. Mais bien sûr, vous vous doutez bien que ça ne peut pas tenir. Deuxième intifada, c'est-à-dire deuxième soulèvement. Ce qui va se passer, c'est qu'à Jérusalem, il va y avoir en fait la visite du chef de l'opposition en fait israélienne sur l'esplanade des mosquées, qui est un lieu saint pour les musulmans. Ça va justement amener cette étincelle-là qui va déclencher en fait la deuxième intifada, marquée par de nombreux attentats en fait suicides. Donc dès lors, on entame le cycle maintenant des attentats suicides, tout simplement parce que les Palestiniens n'avaient pas suffisamment en fait de moyens. Donc du coup, leur moyen c'était de faire des attentats suicides. Donc les attentats suicides vont commencer en fait à se mettre véritablement en fait en place à ce moment-là. Donc Israël entame en fait la construction du coup en fait d'un mur en Cisjordanie, mais ils vont en fait en profiter pour empiéter sur les territoires en fait palestiniens. Donc le mur va être déclaré illégal par la Cour internationale de justice, mais bon, vous connaissez, hein, les décisions des cours. Donc alors pour tenter de calmer en fait le jeu, le gouvernement israélien va décider en fait en 2005 de supprimer les colonies juives de la bande de Gaza, mais de conserver en fait son contrôle sur les frontières. Donc les gens qui étaient déjà en colonie, on leur demande en fait de retourner en fait sur les terres en fait d'Israël, mais
le mur, en fait, bien sûr, est maintenu pour que le contrôle sur les frontières, en fait, demeure. Donc, il y a des tensions maintenant autour de la bande de Gaza et principalement, en fait, contre le Hamas qui va en prendre, en fait, le contrôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Hamas aussi, dans la façon dont le Hamas a été construit, il y a eu des aspects, en fait, sionistes, hein, qui sont à l'intérieur. Bon, ça, c'est des choses euh, qu'on pourra voir, en fait, plus en profondeur si besoin est. Donc Israël va imposer justement alors en fait un blocus en fait contre la région. Le Hamas va tirer régulièrement en fait des roquettes vers les territoires israéliens. En 2014, l'aviation israélienne va pilonner la région et détruire 50 000 maisons, une centaine d'écoles, une dizaine d'hôpitaux et l'unité centrale en fait électrique. La population qui est coincée dans l'enclave en fait se retrouve en situation de détresse humanitaire. Aujourd'hui, la situation en fait reste vraiment en fait compliquée et comme vous le voyez, il y avait en fait une paix qui se tenait, mais à partir du moment où les États-Unis avaient déjà fait la déclaration que ils allaient mettre en fait leur ambassade à Jérusalem, donc ils étaient en train de reconnaître de facto justement en fait la ville comme la capitale. Donc si vous voulez, le problème qui persistait en fait toujours dès lors, c'était le statut en fait de Jérusalem. Et bien sûr, vous savez, certains États aussi hein, ont décidé de mettre une ambassade pour pouvoir justement légitimer Jérusalem comme étant en fait la capitale en fait d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là que vous arrivez maintenant en fait à cette guerre hein, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire cette guerre qui a débuté en fait le 7 octobre. Le 7 octobre 2023. Et là, ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver facilement hein, sur Internet. Donc, cette guerre s'est déclenchée à partir en fait du 7 octobre par une série d'attaques en fait du Hamas contre justement en fait Israël près de la frontière avec la bande de Gaza. Et l'attaque en fait sera appelée en fait le déluge d'Al-Aqsa. Donc, ces agressions en fait qui vont être qualifiées en fait d'agressions en fait terroristes par principalement les médias en fait occidentaux sont lancées justement sur le territoire en fait d'Israël par le Hamas, appuyé par le djihad islamique palestinien qui est le JIP, appuyé par le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, appuyé aussi par le Front démocratique pour la libération de la Palestine, FDL. Donc, ils vont tous en fait justement en fait se mettre contre justement Israël. Donc, vous comprenez bien ici que euh, lorsque lorsqu'on s'était retrouvé euh, dans cette situation, il y a eu énormément de morts, en majorité en fait de civils, et c'est une attaque qui soi-disant a surprise totalement en fait l'État d'Israël, sachant euh, tout le réseau en fait des services secrets israéliens, tout le réseau aussi euh, des Sayanim, etc. C'est vraiment très surprenant hein, qu'une telle attaque a pu surprendre en fait Israël, sachant qu'il y a le dôme de fer, sachant que il y a un système en fait informatisé qui est vraiment à la pointe, un système de détection en fait de mouvement à la pointe, il y a les satellites, etc. Donc euh, à tout un chacun de comprendre un petit peu hein, euh, ce qui, euh, ce qui s'est passé. Donc les attaques en fait débutent avec des tirs, des milliers de tirs en fait de roquettes, hein, des roquettes Qassam, et une infiltration en fait des militants du Hamas dans les villes en fait de Kibbutzim, qui vont entourer en fait la bande de Gaza par des terres, mers et airs à l'aide de deltaplanes motorisés. Donc des civils et des soldats israéliens sont victimes justement d'exactions, tués ou pris en otage. Israël réplique par l'opération Épée de fer, qui est dit en fait en hébreu Mitzvah Aravot Barcel. Donc ça va comprendre en fait des bombardements en fait aériens, le blocus complet de la bande de Gaza et
des opérations en fait au sol qu'ils ont commencé à partir du 13 octobre. Maintenant, vous avez vu que l'attaque en fait a commencé le 7, Sukkot s'était terminé le 6. Donc vous comprenez que tout est lié. Et la riposte israélienne, véritablement, le 13, 13 jours plus tard, 7 jours plus tard, enfin 7 jours, oui. Donc la riposte, en fait, entraîne la mort de plus de 2200 civils et combattants palestiniens, le déploiement de 400 000 en fait, civils, le déplacement pardon, de 400 000 civils, moins de 1000 personnes en fait sont portées, au moins 1000 personnes sont portées disparues. Maintenant, tout ça en fait, ça s'est mis en place parce que en janvier, le 26 janvier, l'armée de défense israélienne avait mené en fait une opération en fait dans la ville palestinienne en fait de Jénine contre une escouade terroriste du djihad islamique. Des échanges de tirs ont lieu et les soldats sont pris à partie par les Palestiniens. La riposte est sanglante, faisant 9 morts et 16 blessés. Les affrontements entre militaires palestiniens et soldats israéliens sont fréquents en fait à Jénine et en Cisjordanie, mais il s'agit ici en fait d'une journée des plus meurtrières selon en fait les bilans des Nations Unies par rapport à ce qui s'était passé. Donc vous voyez, c'est tout ceci en fait à la suite des événements en fait de Jénine en Cisjordanie, des tirs de roquettes en fait ont été bien sûr effectués en fait de la bande de Gaza vers Israël sans faire de victimes. Donc l'armée en fait de l'air israélienne a alors riposté, menant des frappes nocturnes contre les infrastructures en fait du Hamas, tenu pour responsable des tirs. Et vous voyez, c'est tout ça qui a fait que ça a mené justement tout cet envenimement en fait toute cette escalade. Et on en est en fait aujourd'hui où les choses sont en train toujours en fait de s'envenimer davantage avec le bloc en fait des pays arabes qui sont en train d'essayer en fait de s'unifier. Et ici vous voyez bien que une fois de plus on est dans cette optique là, de toujours sur cette base en fait de manipulation. Maintenant, à l'intérieur de cela, j'aimerais vous parler un petit peu euh, d'un peuple, et après on pourra passer maintenant en fait aux questions. J'aimerais vous parler un petit peu d'un peuple, c'est-à-dire les Falachas. J'aimerais vous parler un petit peu des Falachas. Donc, les Falachas, c'est qui? Et après, on entrera en fait en profondeur on entrera en profondeur sur les Falachas. Mais là, aujourd'hui, le but, c'est pas de rentrer en profondeur sur les Falachas. Donc, on va parler un petit peu des Falachas pour que vous compreniez. Donc, les Falachas, on les connaît un petit peu, sous le nom de Falachas, c'est-à-dire les exilés en Amérique. C'est un petit peu en fait les Juifs en fait éthiopiens, ou plutôt en fait le nom de Beta Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël en hébreu. Beta, c'est maison pour Israël. C'est pour ça que vous retrouvez cette racine dans Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethel, c'est la maison en fait du Seigneur, la maison de Dieu. Donc, et ensuite vous avez en fait tous les bêtes. Dans Beth, en fait, c'est maison. Donc, termes jugés moins péjoratifs justement en fait par les intéressés sont des Juifs d'Éthiopie. Les Falachas, c'est-à-dire les exilés en Amérique, mais plutôt les Beta Israël. Pour eux, eux ils se considèrent comme étant les Beta Israël. Donc c'est un terme en fait jugé péjoratif par les intéressés sont en fait ceux qu'on appelle en fait les Juifs d'Éthiopie. Leur origine est controversée, mais on le verra un petit peu en profondeur tout à l'heure, les différentes controverses. Certains affirment qu'ils descendent en fait de Ménélik, c'est-à-dire le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. D'autres prétendent qu'il s'agit de la tribu de Dan, l'une des 10 tribus en fait perdues d'Israël. Originellement installée en fait sur la côte d'Abyssinie,
Ils auraient fui au IVe siècle de notre ère vers les hauts plateaux dans les provinces en fait du Tigré et de Gandhar. Raison de cet exil, la conversion en fait au christianisme de la dynastie impériale et son prosélytisme excessif. Redécouvert par des chercheurs en fait juifs en 1900, enfin au 19e siècle, ils ont vu leur destin basculer en 1975. Cette année-là, après moult débats bibliques, le gouvernement israélien reconnaît la spécificité juive des Bêta Israël, officiellement interdite par le gouvernement éthiopien jusqu'en 1990. Leur émigration vers Israël est néanmoins organisée par vagues. Voici comment en fait ça s'est fait. Vous avez d'abord l'opération en fait Moïse de 1984 à 1985, dans menacés par la famine. 7200 Bêta Israël sont évacués en fait grâce à un pont aérien israélien, israélo-américain. Donc, vous avez aussi l'opération Salomon de 1991. Donc, ici, pendant cette opération-là, ils vont profiter en fait de l'effondrement justement en fait de la dictature communiste. Les Israéliens en fait toujours soutenus par les États-Unis vont rapatrier plus de 14 000 personnes en fait en 48 heures sur des bases en fait de 34 rotations en fait aériennes. Au cours des années 90, et alors que les autorités israéliennes pensaient avoir clos le dossier, de plus en plus de réfugiés éthiopiens se proclamant juifs ou parents de Bêta Israël, ont continué à se présenter au bureau de l'agence juive de Gondar. Donc c'était l'agence qui recensait justement les juifs en fait éthiopiens. Donc ici en fait, on va maintenant en fait les considérer comme étant les Falash Mora. Après une étude pointilleuse et impitoyable de leur dossier qui peut durer plusieurs années et se conclut parfois par des rejets, ils sont en fait admis à émigrer en fait au compte-gouttes 300 par mois depuis 2003. Donc récemment, ils sont considérés que les postulants, il est considéré que les postulants sont motivés en fait par des impératifs économiques et non religieux. L'agent juif a décidé en fait plus ou moins de restreindre un peu ses activités, ses bureaux qui ont été établis en fait là-bas en fait en Éthiopie. Donc cette communauté en fait juive, cette communauté éthiopienne qui se situe là-bas est environ en fait 1 million à peu près de personnes qui ont été évacuées pour pouvoir en fait être là-bas en fait en Israël. Bien sûr, ils vivent dans des situations qui sont pas forcément très avantageuses, mais on entrera aussi en profondeur pour parler un petit peu des falachas, sachant que je vais vous parler un petit peu justement en fait de ces origines en fait qui sont un peu controversées. Donc, comme je vous avais dit, en fait, il y a en fait des versions de l'origine justement en fait de ces falachas-là. Donc, selon en fait la tradition en fait rabbinique illustrée notamment par le grand rabbin du Caire, David ben Abi Zimra, dit le Radbaz, qui va déclarer en fait au XVIe siècle que les Juifs de Couche, donc c'est pour ça qu'il les appelle en fait les Juifs de Couche, c'est-à-dire les Juifs noirs. Ok? Les Juifs de Couche sont sans aucun doute issus de la tribu de Dan, une des 10 tribus disparues lors de la conquête assyrienne. C'est-à-dire cette conquête assyrienne au 8e siècle avant notre ère. Conquête dont on avait parlé tout à l'heure. La conquête assyrienne, vous vous souvenez? La conquête assyrienne sur la terre en fait dans le royaume en fait du nord, le royaume d'Israël du nord, où les 12 tribus en fait ont été certains ont fui, d'autres ont été exportés, déportés, etc. Et il y a cette histoire de la tribu de Dan qui faisait partie des 10 tribus en question. Que les Juifs en fait de Couche sont sans aucun doute issus de la tribu de Dan, une des 10 tribus disparues lors de la conquête assyrienne, au 8e siècle avant notre ère, avant l'ère chrétienne. C'est précisément
à partir de la jurisprudence rabbinique qui ont fait des descendants en fait, de la tribu de Dan, que le rabbinat israélien les a reconnus comme juifs en 1973. Les tenants d'une origine récente des Falachas s'appuient sur des documents écrits de l'époque éthiopienne, c'est-à-dire les Kebra Nagast, donc c'est-à-dire les chroniques royales, à finalité apologétique, tenues par les rois et dictées à leurs scribes, qui font état à partir du XIVe siècle de l'existence de groupes appelés Hayehoud, c'est-à-dire les Juifs. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils les appelaient en fait, Hayehoud, des Juifs, contre lesquels le souverain chrétien Amda Seyon, c'est-à-dire de 1314 à 1344, a envoyé des troupes. Il est dit qu'il s'est battu contre des gens qui étaient comme des Juifs. Il nie le Christ comme Messie et rejette Marie. Environ 27 siècles séparent les événements narrés dans ces deux récits, dont les uns s'enracinent dans la tradition orale et se référant à l'Exode, et l'autre dans les chroniques royales. La première occurrence du mot Falasha apparaît un siècle plus tard lorsque le roi Yehak, 1413 à 1430, à l'occasion d'une guerre contre une population qui pourrait être les Bêta Israël, promulgue un décret interdisant à des non-chrétiens d'avoir des terres. Celui qui est baptisé dans la religion chrétienne a le droit d'hériter de la terre et de son père, sinon qu'il devienne un falassi, c'est-à-dire un étranger, un exilé, un errant sans terre. On ne peut pas ne pas remarquer que le même genre de mesure fut adopté à l'encontre des Juifs dans les sociétés féodales du Moyen Âge européen. Pour le pouvoir politique éthiopien et l'Église copte éthiopienne, il fallait conjurer les forces centrifuges menaçant l'Éthiopie. Les Falachas ne pouvaient donc passer pour des Juifs. Ils étaient considérés comme des dissidents de l'intérieur. Les tenants de l'unité nationale éthiopienne se sont appuyés sur les récits des chroniques royales pour défendre l'idée d'une origine éthiopienne et chrétienne des Falachas, sans aucun lien avec des groupes juifs, voyant en eux des fondamentalistes chrétiens qui se sont appuyés sur l'Ancien Testament et se sont réclamés du judaïsme pour mieux résister politiquement et militairement à l'expansion du royaume Amara, soutenu par l'église copte éthiopienne. Donc, tout ça, ce sont des choses, on rentrera en fait en profondeur hein, quand le moment en fait viendra. Je vais pas trop approfondir ici. Et quand on aura aussi l'occasion de parler justement en fait du continent en fait chamite et des différents royaumes, notamment les royaumes de Couche, notamment aussi le royaume en fait de l'Abyssinie, hein, de l'Éthiopie que vous connaissez aujourd'hui, et aussi parler aussi du secret de pourquoi le royaume justement en fait d'Éthiopie n'a pas subi l'esclavage, contrairement en fait aux autres royaumes en fait d'Afrique. Donc tout ça c'est des choses qu'on verra en fait en profondeur. Mais ici c'était juste une parenthèse justement en fait par rapport en fait au Falacha et par rapport en fait aux différentes façons dont on les a considérés, dont on les a appelés, etc., etc. Bon après vous en retrouvez d'autres aussi hein, au Bénin vous avez en fait les tribus de Dan qui justement en fait se revendiquent aussi hein, de la tribu de Dan. Bizarrement quand c'est l'Afrique et tout ça se revendique toujours que de la tribu de Dan. Bon, vous en avez d'autres hein, qui se revendiquent aussi de la tribu en fait de Hayoud, donc de Yehoud, c'est-à-dire de Yehuda. Ou alors, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Romains, quand ils étaient arrivés hein, sur les anciennes cartes romaines, justement, en fait, la terre de Judée, en fait, était appelée Yehudi. Donc, c'était appelé Yehudi. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce terme-là, en fait, de Yahoud, de Hioud.
Donc voilà qui est un terme bien entendu en fait par rapport en fait à Yehuda, Jéhuda. Donc voilà voilà pour aujourd'hui, on va pouvoir passer en fait aux questions. Ces aspects centraux là, en fait, c'est important. Je vous ai parlé des falachas parce qu'il y a une raison. Donc, vous avez des mouvements qui se revendiquent à travers Ménélique et puis aussi plus tard à travers en fait Haïli Sélassié. Donc, c'est de ces mouvements-là que vont naître en fait aussi tout ce qui concerne en fait les Rastafari et notamment les Rastafari en fait de Marcus Garvey et d'autres qui étaient des mouvements en fait avant, qui ont été en fait les bases en fait de certaines choses par rapport au panafricanisme, par rapport à l'afrocentrisme et par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui un petit peu comme le kémitisme. Donc voilà un peu, mais ce sont des choses qu'on verra, hein. On verra ça en fait en profondeur quand on parlera justement de tout, de la façon dont toutes ces choses se sont en fait mises en place et de la quête identitaire en fait africaine. Donc voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Donc, ça nous a permis de voir tout ce bloc-là. Et on peut passer en fait aux questions. Et lors des prochains lives, on rentrera en fait en détail justement sur la guerre à l'intérieur de la guerre et notamment en fait les stratégies en fait d'Albert Pike, les stratégies en fait des Illuminati, les stratégies en fait de la franc-maçonnerie. On parlera aussi hein, de ces bases-là en fait de Bennett, de la franc-maçonnerie juive. On parlera aussi des Sayahim et de tous ces aspects-là. Et bien sûr, on parlera justement hein, de la construction du troisième temple, de la construction du troisième temple et bien sûr de l'avènement du Messie juif, de l'avènement du Messie de la nation en fait euh, des sionistes d'Israël. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Donc on peut passer aux questions pour ceux qui ont des questions.